tous, alors je m'appelle Vincent Guizny, je suis agrégé préparateur au département de chimie et je compte réaliser donc avec vous aujourd'hui le tracé expérimental de courbe d'intensité potentielle sur un système électrochimique modèle qui se trouve être le système ferrocyanure de potassium. On va pour ce faire réaliser deux montages différents, un premier qui nécessite l'utilisation d'électrodes classiques à disposition en laboratoire et on montrera en quoi en fait, ce montage peut être optimisé en utilisant une électrode. Je vous invite à venir avec moi et à découvrir donc, le principe de ce montage. Alors, dans un premier temps, on dispose donc d'une solution qui contient donc, des ions ferrocyanure de potassium, c'est-à-dire des ions Fer2, ainsi qu'un électrolyte support qui se trouve être du nitrate de potassium. C'est la solution que l'on va étudier d'un point de vue électrochimique. Et pour réaliser le tracé des courbes intensité potentielle associées à ce système électrochimique, on va donc mettre en place un montage à 3 électrodes. Donc, ce montage à 3 électrodes nécessite donc une électrode de travail qui se trouve être une électrode de platine, telle que vous la voyez ici. Je vais donc placer au niveau du bécher. On a également besoin d'une électrode de référence qui va nous permettre de mesurer donc, le potentiel relativement à l'électrode de travail. On peut donc d'ailleurs vérifier que cette électrode de référence, qui est une électrode au calomel saturé, est bien saturée via la présence de cristaux de chlorure de potassium. Et pour justement protéger cette électrode, je vais la placer au sein d'une garde, de nitrate de potassium également. Et enfin, pour pouvoir acquérir donc, la circulation du courant, qui ne peut se faire directement entre l'électrode de travail et l'électrode de référence, on a besoin donc d'une contre-électrode qui sera également une électrode de platine. Je plonge les électrodes au sein de la solution, que je vais ensuite donc, agiter. On va ainsi pouvoir réaliser la fin du montage. Donc, comme je vous le disais, on a donc une électrode de travail, que je vais donc relier au pôle spécifique du potentiostat que vous pouvez retrouver donc ici. On retrouve bien les 3 connectiques associés, électrode de travail en rouge, contre-électrode en bleu et l'électrode de référence en blanc. À partir de ce stade-là, on a un montage qui est totalement réalisé. On va donc pouvoir maintenant mener l'expérience directement sur le logiciel d'acquisition du potentiostat. C'est un logiciel de type 1, c'est un potentiostat de type SP50 de la marque Biologique. On va donc pouvoir travailler sur le logiciel adapté qui est le CELAB. Alors pour le tracé en fait, de ces courbes d'intensité potentielle, on va réaliser dans un premier temps l'acquisition du potentiel d'abandon du système, qui va nous permettre de vérifier en fait l'efficacité et le bon fonctionnement en fait, du montage que l'on vient de réaliser. Donc, on ajoute comme première expérience cette mesure de circuit ouvert. Et dans un second temps, on va donc réaliser un balayage linéaire en potentiel, ce qui s'appelle donc linear fluid voltammeter sur ce logiciel-ci. On va ainsi pouvoir modifier les différents paramètres qui sont propres à chacune de ces acquisitions. Dans un premier temps, donc l'acquisition de ce potentiel d'abandon pendant une durée d'environ 10 secondes. Et dans un second temps, pour ce qui concerne donc, le balayage linéaire en potentiel, on va ensuite pouvoir débuter l'expérience en commençant à un potentiel qui se trouve être ce potentiel d'abandon, donc d'où l'indication ici potentiel initial qui correspond à 0 volts par rapport à ce potentiel de circuit ouvert, et jusqu'à une valeur de potentiel maximal de 2 volts, dans la mesure où ici on travaille avec une espèce qui est réduite et donc on va vouloir oxyder, donc on va donc effectuer un balayage anodique. Pour la vitesse de balayage, on va se placer à une vitesse de l'ordre de 100 mV par seconde. À partir de là, on peut donc débuter l'expérience en cliquant sur Play ici, et en enregistrant le fichier, et l'acquisition débute. On peut alors vérifier ici que l'on observe, donc on observe ici l'évolution du potentiel d'abandon au cours du temps et on voit que cette valeur est relativement stable, ce qui indique a priori que le dispositif est donc prêt à acquérir. C'est d'ailleurs ce qui se passe sur la courbe que vous voyez sur la partie basse, avec ici donc le déplacement du potentiel proche de 0 volts au départ jusqu'à une valeur qui va tendre vers les 2 volts. Et on observe ici directement le tracé de la courbe intensité potentielle associée au système donc ferro-ferricyanure en oxydation. Ce qu'on peut constater ici, c'est tout simplement l'observation d'une vague d'oxydation qui est propre au passage de l'état Fer2 à l'état Fer3, avec donc ici un signal qui est légèrement bruité, mais sur lequel on retrouve bien la présence d'un palier de diffusion qui est propre au système de courbe d'intensité potentielle en régime stationnaire, tel qu'on essaie de le tracer ici. On pourra également observer sur la partie finale de la courbe le signal qui est propre à l'oxydation du solvant, ici c'est de l'eau. On pourra donc conclure ici que cette expérience-là nous aura permis d'obtenir des conditions de tracer des courbes d'intensité potentielle qui sont certes fort intéressantes, mais qui ne sont pas encore totalement optimales. Donc on va voir en quelque sorte comment est-ce qu'on peut optimiser ces conditions en utilisant cette fois-ci une électrode tournante qui nous
permettra d'obtenir des résultats qui seront davantage répétables et reproductibles. Ce qui nous permet en fait d'interpréter théoriquement le tracé des courbes d'intensité potentielle en régime stationnaire, c'est le modèle convecteur du fil de Nernst. Il nous permet notamment d'interpréter l'importance de l'agitation de la solution au voisinage de l'électrode pour obtenir justement ces paliers de diffusion. Ce qu'on peut observer en fait dans ce modèle, c'est l'existence d'une zone de diffusion à proximité de l'électrode et à une distance un peu plus importante, une zone convective qui permet d'alimenter en permanence cette électrode en matière à oxyder ou à réduire. Il se trouve que dans le cadre d'une agitation en présence d'une électrode classique avec un barreau aimanté, le maintien de cette couche de diffusion, représentée ici par cette épaisseur delta, n'est pas optimal. Or justement, c'est l'évolution de ce gradient de concentration au sein de la couche de diffusion qui nous permet d'interpréter le courant que l'on mesure, puisqu'il y a directement une relation de proportionnalité entre les deux. En absence donc de ce maintien, on a une variation temporaire de ce gradient de concentration et donc une fluctuation du courant que l'on mesure. Il est donc nécessaire de chercher à optimiser ou stabiliser cette couche de diffusion, et c'est notamment le cas des électrodes tournantes qui nous permettra de résoudre ce problème. Je vous parlais à l'instant d'électrode tournante, vous en avez une directement en présence, donc c'est une électrode qui présente un disque qui peut être mis en rotation, au centre duquel vous pouvez retrouver notamment une surface de platine dont la dimension est parfaitement contrôlée. Donc en plaçant ce disque directement sur cet axe de rotation, et en utilisant un dispositif adapté, on va pouvoir la mettre en rotation de telle sorte à pouvoir maintenir l'existence d'une couche de diffusion de façon stationnaire. Alors avant même de pouvoir l'exploiter, on va d'ores et déjà réaliser un polissage de l'électrode de telle sorte à s'assurer de la planéité et de la propreté de la surface. Alors pour ce faire, on dispose ici d'une pâte diamantée, donc qui contient notamment du diamant synthétique, que l'on va déposer sur un feutre, et qui va nous permettre notamment d'homogénéiser cet état de surface. Donc, je vais déposer un petit peu d'éthanol également sur ce feutre, et je vais réaliser ce polissage en effectuant un geste particulier sous la forme de 8, de telle sorte à assurer justement un polissage qui se fait de façon uniforme et donc de telle sorte à ne pas privilégier une dimension ou une orientation particulière de ce polissage. On pourra d'ailleurs voir à l'issue de cette étape préalable le dépôt d'une fine pellicule de platine sur le feutre, ce qui traduit bien l'efficacité du geste qui est opéré. Une fois le polissage terminé, donc on effectue un rapide rinçage à l'éthanol, comme je vais le faire ici. C'est une opération qu'on peut un petit peu optimiser en se plaçant directement dans l'éthanol et dans un bas ultrason, de telle sorte à éliminer les dernières traces de pâte diamantée. Dès lors, je peux alors positionner l'embout de l'électrode tournante sur son support, et cette électrode, je la place au niveau donc d'une cellule électrochimique, telle qu'on peut la retrouver ici. Donc cette électrode servira donc désormais d'électrode de travail. C'est donc sur celle-ci qu'on étudiera notamment l'oxydation du fer 2 en fer 3, puisqu'on dispose ici de la même solution de ferrocyanure en présence de nitrate de potassium que celle qu'on étudiait précédemment. Donc celle-ci sera donc l'électrode de travail. On retrouve également ici l'électrode de référence au calomel saturé, ainsi que la contre-électrode sous forme d'un fil de platine. Je vais donc effectuer les branchements comme réalisé précédemment. En prenant en compte ici que cette cellule électrochimique nous permet également de prendre des précautions supplémentaires par rapport à l'expérience menée préalablement dans un bécher, puisqu'on dispose également ici d'un système de bullage qui va nous permettre d'introduire du diazote dans le milieu, de telle sorte à pouvoir éliminer le dioxygène de l'air qui peut présenter un signal électrochimique parasite au cours de cette expérience. On va donc réaliser ce bullage de façon relativement intense pendant une durée de l'ordre d'environ 5 minutes, de telle sorte à pouvoir bien évidemment éliminer la présence de ce dioxygène, et je vous retrouve juste après pour mener l'acquisition des courbes d'intensité potentielle associées. Donc, à l'issue du bullage, on a ensuite connecté l'électrode tournante à son système de contrôle, notamment pour réguler sa vitesse de rotation. Donc, via cette connectique-là, vous avez ici le dispositif de contrôle qui nous permet donc de la mettre en rotation dans un premier temps, puis d'augmenter cette vitesse de rotation. Donc on va se placer autour d'une vitesse moyenne de l'ordre de 500 tours par minute.
Et on pourra donc constater expérimentalement au sein du milieu d'études la rotation de l'électrode qui va nous permettre justement de mettre en place ce flux convectif à proximité donc de la couche de diffusion, de telle sorte à pouvoir la maintenir durant l'entièreté de l'expérience. Je réalise ensuite l'acquisition telle que on l'avait opéré précédemment, avec dans un premier temps le tracé, le suivi en tout cas du potentiel d'abandon de notre système, puis ensuite l'évolution linéaire du potentiel d'abandon jusqu'à des valeurs positives, de telle sorte à pouvoir observer l'oxydation du système fer2 en système fer3. Je lance donc l'expérience. À nouveau, on s'assure donc de la stabilité de ce potentiel d'abandon, ce qui traduit donc bien le bon fonctionnement du dispositif expérimental. Et on observe donc désormais le début du tracé de la courbe intensité potentielle, avec donc ici rapidement l'apparition d'un palier de diffusion caractéristique donc de l'oxydation du système fer2 en fer3, avec ici un palier qui est parfaitement défini, d'une valeur qui est très stable au cours du temps, ainsi qu'à nouveau l'observation du mur du solvant, tel qu'on l'avait observé précédemment. Donc on a ici tout l'intérêt en fait de l'utilisation d'une électrode tournante dans le cadre d'une acquisition de courbe intensité potentielle en rayon stationnaire, avec donc une belle stabilité et aussi une belle reproductibilité de ce résultat, de la mesure où en fait, dès lors qu'on pourra relancer cette expérience dans des conditions différentes avec un autre expérimentateur, la qualité en fait, du dispositif dont on dispose nous permettrait de reproduire exactement d'obtenir exactement les mêmes résultats. Donc si on cherche à étendre l'étude cette fois-ci à un système qui est beaucoup plus complexe, ici on se retrouve notamment en présence d'un mélange contenant à la fois des ions ferrocyanure et des ions ferrocyanure, donc des proportions différentes, on retrouve 2 fois plus d'ions ferrocyanure que d'ions ferrocyanure dans ce milieu. On va donc également pouvoir tracer les courbes d'intensité potentielle en régime stationnaire sur l'électrode tournante dans ce contexte particulier. Et pour ce faire, on va procéder comme précédemment, en mesurant le potentiel d'abandon puis le tracé directement de ces courbes. On peut donc lancer l'acquisition, dans un premier temps en effectuant le tracé en oxydation, c'est-à-dire en partant du potentiel d'abandon, puis en balayant vers les potentiels anodiques. On retrouve ici le comportement caractéristique qu'on avait observé par le passé, l'oxydation des ions fer2 en fer3, l'état d'oxydation 2 dans l'état d'oxydation 3. Donc l'expérience est désormais terminée. Maintenant, l'intérêt de la présence d'ions ferricyanure dans le milieu, c'est aussi de pouvoir mener la même étude, mais cette fois-ci en travaillant en réduction. Donc, on va désormais modifier la valeur du potentiel terminal qui va être notre objectif. Donc ici, nous avions un potentiel qui était de l'ordre de 1,8 volts par rapport à l'électrode de référence. On va désormais descendre à moins 1,2, de telle sorte à pouvoir balayer dans le domaine cathodique. Je peux donc relancer cette expérience dans la mesure où en plus l'agitation ici nous aura permis de renouveler entièrement la composition de la couche de diffusion. On va désormais mettre en réduction et on relance l'acquisition comme précédemment. Donc, à nouveau, le tracé débute au niveau du potentiel d'abandon, cette fois-ci vers les potentiels négatifs. Et on observe à nouveau, comme on avait pu l'observer dans le cas stationnaire précédent, un palier de diffusion qui est caractéristique cette fois-ci de la réduction des ions ferricyanure en ions ferrocyanure. Avec dès lors qu'on atteint des potentiels suffisamment bas, à nouveau un signal caractéristique du solvant, donc un des murs du solvant qui correspond ici à la réduction des protons de l'eau. Alors, ce qui est intéressant à partir de ce tracé, c'est justement la superposition des 2 courbes d'intensité potentielle à la fois dans le domaine anodique et dans le domaine cathodique, ce que je vais pouvoir réaliser directement ici. On va récupérer le signal précédemment obtenu en oxydation pour le superposer. Et ici, on peut ainsi reconstituer l'entièreté de la courbe d'intensité potentielle pour le système donc ferro-ferricyanure, avec une particularité qui est tout à fait notable, c'est le fait ici que les paliers de diffusion nous permettent d'interpréter les concentrations des espèces qui sont présentes dans le milieu,
puisqu'on pourra remarquer que le palier d'oxydation des ions ferrocyanure en ion ferricyanure présente une intensité qui est 2 fois plus importante que celui spécifique à la réduction des ions ferricyanure en ion ferrocyanure, ce qui est tout à fait cohérent avec les concentrations relatives que l'on avait dans le milieu au début de l'expérience, avec 2 fois plus d'ions ferrocyanure que d'ions ferricyanure. On a donc ici le tracé de l'entièreté de la courbe d'intensité potentielle associée à ce système électrochimique. Donc après avoir étudié l'effet de la concentration sur le tracé des courbes d'intensité potentielle avec cet exemple d'une solution contenant à la fois des ions ferricyanure et ferrocyanure, on peut également se focaliser cette fois-ci sur l'effet de la vitesse de rotation de l'électrode sur la nature des courbes d'intensité potentielle que l'on va obtenir. Donc tous les tracés qu'on avait réalisés jusque-là avaient été effectués à 500 tours rotation par minute. On va donc désormais effectuer les mêmes tracés, mais à une vitesse 2 fois plus importante. Je vais donc progressivement monter la vitesse de rotation de l'électrode jusqu'à 1000 tours par minute, pour ainsi pouvoir comparer les 2 tracés à 2 vitesses de rotation différentes. On se limitera uniquement au domaine anodique du tracé réalisé précédemment, c'est-à-dire s'intéressera donc que à l'oxydation des ions ferrocyanure en ions ferricyanure. Donc tous les paramètres expérimentaux de tracé des courbes d'intensité potentielle sont conservés, de telle sorte à pouvoir uniquement étudier l'influence de cette vitesse de rotation. On relance la même expérience en travaillant en oxydation 1 tour par minute. On vient donc de récupérer le tracé spécifique donc, à une rotation à 1000 tours par minute. On va donc pouvoir comparer à l'expérience réalisée précédemment, également en oxydation, mais à 500 tours par minute. Et ce qu'on peut remarquer, c'est tout simplement la modification de la hauteur du palier de diffusion entre les 2 expériences. L'expérience réalisée donc à plus haute vitesse de balayage se traduit par un palier de diffusion également plus intense. Alors, à quoi est dû tout simplement ce phénomène? Ce qu'il faut bien garder en tête, notamment lorsqu'on avait abordé le modèle convecto-diffusé Nernst, c'était que la rotation de l'électrode nous permettait de moduler et de contrôler la stabilité de cette couche de diffusion qui elle-même régissait le gradient de concentration que l'on mesure indirectement via le tracé du courant. Donc on a ici en fait tout simplement un effet de la modification de cette couche de diffusion qui va avoir tendance à diminuer avec la vitesse de rotation de l'électrode selon une loi qu'on appelle la loi ou l'équation de Levitch. Et il se trouve que cette loi nous permet de mettre en évidence une dépendance en racine carrée de la vitesse de rotation de l'électrode, si bien que si on mesure tout simplement le ratio entre l'intensité du courant du palier à 1000 tours par minute vis-à-vis de celui obtenu à 500 tours par minute, on pourra retrouver un facteur racine de 2 correspondant donc au fait qu'on ait doublé la vitesse de rotation de l'électrode. Donc après avoir vu l'influence de la vitesse de rotation de l'électrode, il pourrait être intéressant d'étudier un des cas extrêmes qui se trouve être l'absence de rotation de cet électrode. C'est ce qu'on peut d'ailleurs observer à l'échelle de cette solution électrochimique où la vitesse de rotation a été fixée à 0 tours par minute. Donc on effectue exactement le même tracé que celui réalisé précédemment avec les mêmes conditions, les mêmes paramètres d'acquisition. Ça me permet de relancer l'expérience directement. On va pouvoir observer l'influence justement de cette absence de rotation au voisinage de l'électron. Donc ici on retrouve bien évidemment un courant qui est positif dans la mesure où on effectue un balayage anodique, correspondant à l'oxydation des ions ferrocyanure en ions ferricyanure. Mais un des points notables, c'est l'absence de maintien de paliers de diffusion au cours de cette expérience, puisqu'on a dans un premier temps l'accroissement du courant, puis une diminution de ce courant, de telle sorte à pouvoir s'approcher progressivement donc, du courant nul. Alors à quoi peut être dû ce comportement? Tout simplement ici on a une absence de rotation de l'électrode, ce qui traduit donc la difficulté à maintenir l'épaisseur de cette couche de diffusion au cours du temps, en fait de l'absence de convection.
On a donc ici un phénomène purement diffusif qui est mis en jeu, de telle sorte que l'électrode a besoin d'aller chercher de la matière toujours plus loin pour effectuer l'oxydation des ions ferrocyanures. Le fait d'aller chercher de la matière d'autant plus loin correspond simplement à un épaississement de cette couche de diffusion et donc une diminution du gradient de concentration qu'on est capable de mesurer via l'intensité du courant. On a dans un premier temps consommation des espèces à proximité de l'électrode, jusqu'à ce qu'on ne soit plus en capacité d'assurer suffisamment d'apport en matière à proximité de l'électrode, justifiant donc cette diminution du courant. Cet exemple-là n'est rien d'autre que les débuts en fait, de ce qu'on pourrait découvrir à travers des expériences de voltampérométrie cyclique. Donc, précédemment, nous avions réalisé le tracé des courbes d'intensité potentielle donc pour le système comprenant des ions ferricyanure et ferrocyanure en traçant les deux branches séparément, d'une part la branche anodique et d'autre part la branche cathodique. Il pourrait être intéressant également de réaliser cette expérience d'un seul trait. Donc, en débutant cette fois-ci par un tracé avec des basses valeurs de potentiel au départ, pour ensuite atteindre des valeurs supérieures. Donc c'est ce que je vous propose ici, en commençant avec un potentiel initial à moins 0,8 volts par rapport à la référence et un potentiel limite maximal à 1,5 volts par rapport à la référence. On va donc débuter ce tracé en conservant exactement les mêmes paramètres d'acquisition, que ce soit en termes de vitesse de balayage ou en vitesse de rotation des électrodes. On a donc le tracé de la courbe d'intensité potentielle qui débute ici par les potentiels négatifs. On pourra remarquer dès le début de l'expérience la présence en fait d'un saut de courant qui est extrêmement marqué et qui pourrait nous faire penser directement à la signature du mur du solvant. Cette signature qu'on observe ici est en fait spécifique à un autre phénomène électrochimique qu'on appelle phénomène non faradique cette fois-ci, donc qui n'est pas lié directement à un échange d'électrons lié à une transformation électrochimique. Ce phénomène-là traduit en fait la présence d'une double couche électrochimique au voisinage de l'électrode. Alors en quoi ça consiste? Tout simplement, vous avez un phénomène de polarisation qui se met en place dès le début de l'expérience, dans la mesure où le potentiel initialement présent à l'électrode est le potentiel d'abandon, donc proche des 0,2 volts par rapport à l'électrode standard à hydrogène. Et brutalement, au début de l'expérience, on impose un potentiel qui est fortement négatif. On a donc une polarisation très marquée de l'électrode, de telle sorte à ce que le système réponde via la formation d'une double couche électrochimique, c'est-à-dire l'accumulation d'ions au voisinage de cette électrode. On a donc un système qui est parfaitement polarisé, avec d'une part une électrode chargée négativement et une autre chargée positivement sous forme d'ions au voisinage de cette électrode. On a donc un comportement ici de type condensateur qui se traduit par ce courant capacitif de charge que l'on peut observer au début de l'expérience. Et pour s'en convaincre qu'il ne s'agit justement pas d'un phénomène lié à l'oxydation du solvant, on peut donc comparer ce tracé à la courbe qu'on avait pu obtenir précédemment via l'oxydation et la réduction étudiée séparément. On a ici. Et on pourra alors constater que le mur du solvant initialement mesuré avait été atteint à des valeurs de potentiel qui étaient bien plus négatives, traduisant donc bien le fait que les deux observations que l'on fait en vert d'un côté et en bleu de l'autre ne sont pas de même nature. Ici donc la signature purement électrochimique du solvant et ici le comportement capacitif de l'électrode.